Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de Mélodie de ma vie. Aujourd'hui, à Mélodie de ma vie, consacré à Patrick Hernandez. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir fait un petit crochet par le pont de Neuilly pour venir ici à la SACEM, la Société des auteurs, éditeurs, compositeurs de musique. Vous travaillez notamment sur un titre qui a fait le tour du monde. Je pense à moins d'avoir été habité sur la planète Mars pendant 30 ans, on n'a pas pu passer à côté de cette chanson. C'est Born to be Alive. Alors, cette chanson, comment expliquez-vous que 35 ans, 37 ans après sa création, cette chanson soit toujours aussi populaire, que des agences de publicité aient toujours envie de s'en servir pour vendre leurs produits, que des réalisateurs aient toujours envie de mettre cette chanson dans leurs films? D'où ça vient, selon vous? Effectivement, il y a une verdeur dans cette chanson qui est évidente. Moi, je le sens à chaque fois que je la chante devant n'importe quel public. C'est une chanson qui fonctionne toujours très très bien. Alors, il y a une partie de magie qui est inexplicable, parce que bien évidemment, si j'avais su l'expliquer, j'en aurais fait 10. Ça aurait été mieux que d'en faire une seule. Donc, il y a cette partie de magie qui est complètement inexplicable. Et il y a aussi le fait que quand on a réalisé cette chanson, à l'époque, on s'est vraiment concentré. On a fait vraiment un travail très très exhaustif, aussi bien sur la musique que sur les paroles, que sur l'impact par exemple de ma prononciation en anglais. On n'a jamais laissé sortir cette chanson avant d'être sûr, par exemple, que c'était une chanson qui était irréprochable à ce niveau-là pour le marché anglo-saxon. Donc on a vraiment travaillé à fond sur cette chanson. Et bien évidemment, il y a cette part de magie qu'on n'explique pas. Mais moi, je le ressens tous les soirs quand je chante la chanson sur la Star 80. On commence le spectacle. L'année dernière, je commençais le spectacle donc avec cette chanson. Cette année, je commence la deuxième partie. Et elle a vraiment un impact immédiat sur les gens, y compris sur moi, même quand je suis un peu fatigué. Quand j'entends les premières notes de cette chanson. C'est parce qu'elle a un impact sur vous qu'elle a un impact sur les gens. Si vous ennuyez en la chantant, vous ne pourriez pas provoquer ce que vous provoquez. Et inversement. Dès les premières notes, on sent le public qui réagit immédiatement. Et même quand on a un coup de fatigue, quand j'ai un coup de fatigue, ben, immédiatement, je suis remis dans les tracks. Vous êtes porté par l'enthousiasme. Complètement. Alors, je vous rappelle le principe de Mélodie de ma vie. Vous avez en amont choisi quelques chansons. Ouais. Des chansons qui vous ont donné envie d'être ce que vous êtes devenu. Des chansons qui vous ont structuré, qui vous ont porté, qui vous ont ému. Vous en avez choisi certaines. On va revisiter votre carrière au travers de ces chansons-là. Alors, moi, je voulais savoir à quoi avait ressemblé l'enfance dans la famille Hernandez. Un papa pharmacien. Un papa pharmacien, une maman comptable. J'étais un garçon extrêmement sage, très studieux. On a du mal à vous croire. Pourtant, c'est vrai. Mais il y a eu un petit incident qui, au départ, voilà, ça partait sur de bonnes rails. Sur de bons rails. J'étais envoyé en Angleterre parce que je me destinais au professorat d'anglais. Donc mes parents ont décidé en 64 de m'envoyer dans une famille en Angleterre. Donc je suivais des cours là-bas. Par contre, j'ai pris en pleine tronche, j'ai pris les Beatles, que l'on ne connaissait pas encore très très bien en France, puisqu'ils ont fait leur premier Olympia en 64 justement. Oui. En première partie de Sylvie Vartan et de Trini Lopez. Voilà, et de Trini Lopez. Et j'ai pris ça dans la tronche. Et moi qui me destinais au professorat d'anglais, moi qui étais un élève très studieux, très sage, ben voilà, je me suis intéressé à la musique et à la guitare immédiatement et j'ai dit, dans la vie, je veux faire ça. Je veux faire Beatles. Donc, à la question, étiez-vous plutôt Stone ou Beatles? Vous y avez répondu tout de suite, vous? J'ai répondu tout de suite, j'étais Beatles et on appelait ça les mods à l'époque. Les mods, c'était ceux qui aimaient les Beatles et les Kings, et les rockers, c'était ceux qui aimaient les Stones. Qu'est-ce qui vous plaisait spécifiquement chez les Beatles? Ben, cette musicalité, cet agencement des voix un peu particulières, ces voix très haut perchées, et puis un côté un peu élégant aussi quelque part. Oui. Et c'est en 64, à l'écoute des Beatles, que vous dites « ça y est, ma vie, ce sera la musique ». Voilà. Et c'est une cata pour mes parents parce qu'effectivement, tout de suite, ça se ressent sur mes études. Et j'abandonne ces études, je ne les poursuis plus. Elles vous poursuivent un petit peu? Me poursuivent un peu jusqu'en première. Et à la fin de la première, je décide de tout abandonner. Et donc là, à l'époque, ça ne rigolait pas. Donc je suis un peu poussé dehors. Mes parents m'ont dit, t'as choisi, donc maintenant tu vis ta vie d'artiste, mais tu la vis en dehors de la maison. Donc à partir de ce moment-là, je commence à partir et voler de mes propres ailes.
Vos parents vous mettent un petit peu dehors, vous partez vivre votre vie. Parlez-moi de Pat Harrison, c'est qui? Alors Pat Harrison, c'est le garçon que j'étais censé représenter quand je suis arrivé, dans le Périgord. En fait, c'était un pseudonyme parce que j'aimais beaucoup George Harrison. J'avais cru comprendre. Ouais. Et que j'avais gardé mon prénom parce que Patrick est un prénom irlandais, donc on peut le garder avec un nom britannique. Et bon, on portait des pseudonymes à l'époque, comme Johnny Hallyday ou comme Eddie Mitchell ou des gens comme ça. Donc, c'était mon pseudonyme de l'époque. Et donc, je suis engagé, effectivement, pour faire du bal que je ferai pendant quelques années, où je fais mes premières armes de musicien professionnel. Et souvent, on me demande pourquoi je chante en anglais. Et c'est parce que j'ai appris à faire de la musique en Angleterre, comme je l'ai expliqué. Vous avez eu envie de devenir prof d'anglais? Prof d'anglais. Je parlais bien la langue avec un très bon accent. Et du coup, on me colle sur ce boulot-là quand je commence à faire du bal en disant, il y a un autre chanteur qui s'occupe du Claude François, du Michel Sardou, et toi, tu vas nous faire les Beatles, les Stones, les Kings, les Cream, les machins, etc. Et vous deviez être aux anges? Eh bien, moi, j'étais ravi. Et j'ai fait toutes mes classes, disons, de musiciens, parce que quand on fait du bal, c'est un métier qui est quand même un peu dur. On apprend des tas de choses, on remplace le copain qui a envie d'aller boire une bière, donc on prend la basse, après on va prendre un petit peu le piano, on apprend plein de choses comme ça. Vous avez commencé à tester vos propres compositions à ce moment-là, dans ces orchestres-là? Pas à cette époque-là, j'ai commencé à composer un peu plus tard, en 73, donc 3 ou 4 ans après cette histoire de bal. Quand j'ai rencontré les gens d'un groupe de rock qui s'appelait Paris Palace Hotel. Paris Palace Hotel qui a eu un véritable succès à l'époque. Avec lequel j'ai fait 2 ou 3 45 tours, bon, qui ne sont pas des Born to Be Alive, bien évidemment, mais voilà, à l'époque, ils avaient des vrais producteurs, on a fait quelques télés, des émissions de radio, des choses assez importantes, et c'est à partir de ce moment-là que je me mets à l'écriture parce que il y a déjà 2 autres compositeurs dans le groupe, que déjà ils ont besoin de moi, c'est un groupe qui chantait des chansons en anglais, donc j'étais le seul à pouvoir vraiment écrire des textes en anglais, donc je m'y colle. Et puis dans la foulée, je me colle à écrire quelques chansons, et bien évidemment, en 73, me semble-t-il, Born to Be Alive. j'ai écrit un truc qui s'appelle Born to Be Alive. Vous nous parliez tout à l'heure du groupe PPH, Paris Palace Hotel. Je crois savoir, et je crois même un peu plus que savoir, parce que vous me l'avez fait entendre, cette version, qu'il y a une première version de Born to Be Alive. Alors, il y a une toute première version très dylanienne, au début des années 70. Et puis, lorsque vous intégrez le groupe Paris Palace Hotel, vous reprenez en version rock'n'roll Born to Be Alive. Racontez-nous ça. Alors, c'est effectivement une chanson que... J'en ai pas beaucoup, en plus, j'en ai pas écrit des masses. Et donc, il y a ce Born to Be Alive qu'à l'époque, on a orchestré d'une manière rock, un peu dans l'esprit justement de Doobie Brothers et Lone Train Running, avec un petit peu le même balancement. Et on fait cette version magnifique de Born. Donc ça, c'est en 1975. Et donc je travaille au sein d'un groupe qui s'appelle Paris Palace Hotel. Et malheureusement, pour des raisons de business qui nous échappent complètement, le disque où figurait Born to Be Alive dans cette version-là ne sort pas. Et quelque part, tant mieux qu'elle ne soit pas sortie, cette chanson. Oui, parce que c'était une version qui, quand je la réécoute, je la trouve très sympa, mais vraisemblablement, elle était moins porteuse que celle que l'on fera 4 ans plus tard. C'est pour ça que de temps en temps, quand on me pose des questions sur ma vie, je dis que ma vie a été une succession de très très heureux hasards, finalement. Parce que c'était vraiment une opportunité incroyable de signer avec Claude François à l'époque, pour quand on était un musicien de province. Je ne le fais pas, je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas. C'est un hasard de rencontrer ces gens-là. Et en plus, c'est une choriste de Claude qui me les présente, quasiment la veille de signer mon contrat. Et je me barre avec eux. Et je me barre avec eux sans un rond en poche. Et on part à Royan, dans la maison de famille du bassiste, où passer 2-3 mois pour écrire des nouvelles chansons. Et ça me tente complètement parce qu'il y a un côté un peu rock là, dans cette histoire. Vous parlez beaucoup de hasard. Est-ce que vous êtes comme ces orientaux qui pensent plutôt qu'on a un destin, un mektoub et qu'il nous mène? Alors j'en suis absolument persuadé. C'est pour ça que finalement, de temps en temps, on a l'impression que je suis feignant et que je me laisse aller au fil de l'eau, quoi. Mais comme ma vie n'a été faite que de ça,
mais avec succès. C'est-à-dire que ça a toujours été des heureux hasards. Mes rencontres amoureuses, mes rencontres au niveau business, mes rencontres au niveau musical. Donc j'ai une tendance à dire Mektoub et à ne jamais forcer les choses. C'est-à-dire que... Voilà, quand ça doit venir, ça vient. Voilà, quand on a enregistré Born to Be Alive pour la dernière fois dans la version que les gens connaissent, aujourd'hui encore, j'étais pas venu pour ça. En fait, j'étais venu pour tout à fait autre chose. Et c'est au hasard d'une soirée que j'ai joué Born to Be Alive à ce producteur qui avait en face de moi, près de la cheminée, avec ma guitare acoustique. Et tu vous avez dit, tiens, bah, celle-là, oui. Cette chanson, quelle mélodie. Mais il la connaissait en plus déjà. Il la connaissait, mais il la redécouvrait d'une manière complètement dépouillée, c'est-à-dire juste avec une guitare acoustique. Et il m'a dit, putain, la mélodie, l'harmonie, il m'a dit, c'est incroyable, quoi. Et on est parti là-dessus. Alors qu'on était, franchement, on s'était retrouvés pour tout à fait autre chose, quoi. Vous étiez en fait venu pour lui prêter main forte pour une production, où vous deviez voilà. chanter et sur un de ses disques. Voilà, une chanson qui s'appelait Making Love, où il cherchait un personnage comme moi qui représentait bien la chanson. Et on a d'ailleurs travaillé sur cette chanson. C'est au cours des enregistrements de cette chanson Making Love, qui ne sortira jamais par la suite, que je lui fais réécouter la version acoustique de Born to Be Alive. Et là, il me dit, waouh, cette chanson incroyable, on devrait faire une maquette dessus. Et c'est ce que vous avez fait? Ouais, avec une feuille de route qui ne me plaisait pas du tout, mais enfin bon, voilà. Alors voilà, le disco à l'époque, ça vous sortait un petit peu par les yeux quand même. Oui, je dis souvent que pour moi c'était un gros mot, mais effectivement, je trouvais que c'était de la musique, au kilomètre, qu'il y avait peu de mélodie dedans, et ça me dérange, parce que mon amour de la pop musique, c'est aussi l'amour de la mélodie, quelque part. Dans Born to Be Alive, il y a une vraie mélodie. Voilà, donc en fait, il me donne une feuille de route, je traîne un peu les pieds, j'appelle un copain à moi qui s'appelle Hervé Tolance, qui est dans le groupe Paris Palace Hotel, je lui dis viens me filer un coup de main parce que je m'en sortirai jamais. Et donc on va dans un studio avec une feuille de route nous disant ok, la vitesse c'est 132 BPM comme Sylvester, je veux une charlet comme ça, je veux une basse qui fasse les octaves. Il vous donne les ingrédients, quoi. Vraiment, il avait dans la tête la conception, la chanson terminée. Et après il nous dit très magnanime, après éclatez-vous avec vos Beatleseries, machin, etc., etc. Mais vous me livrez d'abord ça. Et on construit la chanson. Bon, ça avait l'air de bien se passer. Et puis à un moment, mon pote, donc Hervé, prend sa guitare et il sort l'intro. Je dis, oh là, ça c'est bien, c'est bien. Alors ça, c'est les Beatleseries, les fameuses Beatleseries, les rockries. Sur lesquelles vous avez laissé une petite liberté quand même. Voilà. Et finalement, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie, parce que quand on sort du studio, on se dit « Waouh !» La chanson, elle vit bien dans ce costume, quoi. Alors, on a beau pas aimer ça, quoi. Voilà, elle vit mieux sa vie que dans les autres costumes. Et quand on fait écouter ça à Vandelot, donc le producteur belge, et tout, il nous dit « Vous m'avez pondu une bombe atomique. » Et nous, on le regarde quand même avec des yeux comme ça, parce que c'est lui délire. Moi, je traîne cette chanson, on est en 78, je traîne cette chanson depuis 73. Et il m'a dit, ben voilà, on abandonne tout le reste et on se concentre là-dessus. J'appelle un arrangeur à Bruxelles, on fait des cuivres, on fait des cordes, on réenregistre votre rythmique. Bon, on l'a fait au propre, avec des musiciens professionnels, machin, etc. Et donc, on refait tout Born. Et alors là, quand on a eu effectivement le mixage qui est sorti de cette chanson, on s'est dit, bon, voilà, si c'est pas un tube, c'est que vraiment, on n'y connaît rien, quoi. Madonna, elle a dansé avec vous sur Born to Be Alive, oui ou non? Ça fait effectivement quelques années que j'essaye de rétablir... Toute la planète musicale se pose la question. Bon, il y a des messages qui passent difficilement, c'est-à-dire que les gens ont définitivement envie de l'avoir dansé sur Born to Be Alive. Alors, pour être très très précis et essayer d'être un peu succinct et rapide, elle s'est présentée effectivement à New York à une audition de chanteurs et de danseurs. Sur 2 jours d'audition, on a dû voir plusieurs centaines de personnes. Et dans ces centaines de personnes, à qui on a demandé de faire quelques pas de danse et de nous chanter une chanson, s'est présentée Madonna. Et donc, elle nous fait sa petite démonstration qui est éblouissante. Donc, on dit vraiment, la personnalité a quelque chose. On lui demande de chanter, elle dit « je ne sais pas chanter, c'est pas mon truc ». On la force un peu et elle nous fait une version de Jingle Bells très humoristique, avec quelques pas de danse et tout. Et on la trouve tellement spontanée, tellement brillante déjà pour ses 19 ans qu'elle a. Et on lui dit, on t'emmène avec nous,
Tu vas pas danser derrière Patrick parce que c'est un peu idiot. Oui. On a tout ce qu'il faut, on a 35 danseurs. Donc, on va t'emmener avec nous. Merci pour ta prestation. Et si tu veux bien, on va réfléchir au fait de te faire enregistrer un disque. Et donc, Patrick, vous décidez de ramener cette jeune fille à Paris. Oui, au bout de quelques jours, effectivement, nous rentrons sur Paris. Elle rentre avec nous et le propos est de lui faire enregistrer un disque. Ce qui n'est pas facile à la base parce que cette jeune fille qui a beaucoup de talent, beaucoup de personnalité, à l'époque, veut faire du théâtre, du cinéma ou danser, mais pas chanter. Donc, elle a vu que finalement, la vie d'un artiste chanteur qui réussit, c'était pas non plus si désagréable que ça. Au contraire. Ou bien au contraire. Donc voilà, ça a peut-être mûri un petit peu dans sa tête. Donc au bout d'un an, elle a décidé de se faire offrir un billet de aller-retour pour retourner en famille, passer les fêtes de Noël. Elle a laissé quelques fringues dans sa chambre pour donner un peu le change. Histoire mais je pense que voilà, et elle n'avait pas l'intention de revenir. Et donc ça, c'était en 80. Et donc, 3 ans après, elle sort son premier tube. Patrick, c'était un vrai plaisir de vous accueillir dans ce Mélodie de ma vie. On est vraiment content que vous ayez pris le temps dans cette tournée ô combien dense de faire un petit détour pour venir nous raconter tout ça. Je pense que nos téléspectateurs ont appris plein de choses en vous racontant. Puis on a rétabli quelques grandes vérités. N'est-ce pas ? Madonna, je pense que vraiment le monde entier ne pouvait pas se passer de ces précisions, de vos éclaircissements. Et puis on vous dit à très très bientôt. En tout cas, sur Mélodie, on vous retrouve extrêmement souvent. Merci à vous. C'était un pur plaisir de partager ce moment avec vous. Au revoir, à bientôt.